Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté avec leur business. Alors c'est bien beau que tout le monde veuille t'expliquer comment faire de l'argent, comment devenir riche très rapidement sans pratiquement rien faire, mais très peu te parlent finalement de comment gérer cet argent que tu es susceptible de pouvoir faire avec leur technique. Gérer ton argent, c'est gérer sa trésorerie au sein de l'entreprise, savoir l'investir, savoir optimiser la manière dont tu gagnes de l'argent, etc., etc. On a décidé avec Patricia de faire une vidéo justement où on t'explique les choses à ne pas faire et bien évidemment en même temps les choses à faire. Si tu veux faire de l'argent, oui, rapidement ou pas rapidement, ça dépend pas de nous mais de toi. Alors regarde cette vidéo finalement jusqu'à la fin, on te donne nos meilleures pépites. Ceci est un extrait de notre dernier atelier sur les erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. Allez, c'est parti. Alors, l'argent dans l'entreprise. Et ça, c'est un gros noyau qu'on a soulevé il y a peu de temps avec Michael. Et qui a fait qu'au final, on a décalé l'atelier. Parce qu'on s'est aperçu qu'au final, une grosse partie de nos clients avaient cette approche de l'argent d'entreprise comme si cet argent était, je vais dire vulgairement, le leur. Et donc transposer dans l'entreprise un certain nombre de peurs et un certain nombre, on va être vague, je veux dire, d'incompréhension. Quand vous êtes face à une entreprise, vous êtes face à l'argent qui rentre. Bien sûr que c'est le vôtre parce que vous êtes le chef d'entreprise, mais cet argent, il ne vous appartient pas, il appartient à l'entreprise. Et il est à gérer, là encore, dans le cadre d'une stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, on va reprendre avec Michael, si on veut racheter des sociétés, qu'à chaque fois qu'on rentre 500 000 euros, j'en prends 250, il en prend 250, on n'aura jamais le pécule nécessaire à l'achat de ces sociétés-là. De l'autre côté, si on se dit, on laisse tout dans l'entreprise pour le rachat des sociétés et qu'on s'oublie, à un moment donné, deux gérants qui n'ont pas d'oxygène financier, ils crèvent. Donc, il y a cette double, entre guillemets, compréhension à faire de qu'est-ce qui s'inscrit dans la stratégie, qu'est-ce qui est sain de sortir, qu'est-ce qu'il faut garder. C'est sur mon point de rémunération de gérance, c'est quand et pourquoi. Qu'est-ce que je sors à quel niveau, pourquoi et comment. J'aurais même pu rajouter comment. Qu'est-ce que je demande sur le devis que je présente à mon client? Je lui demande 50%, je lui demande 10%, je lui demande rien, ou je demande un paiement intégral. Quels sont les avantages? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un fonds de roulement de 10 000 euros par exemple pour que la société elle vive? Si j'ai besoin de ça, est-ce que je me fais payer en fin de mois? Si je me fais payer en fin de mois et que j'ai des salaires à payer le 2 et le 3 du mois, comment je fais si le client est en retard? Tout ça, c'est des questions à se poser. Cet argent-là, il doit répondre à votre stratégie, mais à tous les niveaux. Pourquoi sur certains accompagnements qui sont vendus à 5 000, paiement comptant et plus cher en paiement différé? C'est parce qu'on sert de banque ou de trésorerie aux clients. Donc, il y a un coût. Tu veux payer moins cher et tous nos contrats sont sur une base d'escompte. C'est-à-dire que si tu veux payer moins cher, tu payes d'avance. Sur les contrats à 100 000, si on veut payer moins cher, on peut payer 6 mois ou 3 mois d'avance. Ça donne lieu à un escompte. Parce que nous, ça nous intéresse que l'argent rentre dans notre caisse. L'escompte est un coût à aller mettre dans ton échelle de calculation de prix. C'est-à-dire que quand tu vas faire une ristourne, quand tu vas faire un escompte, quand tu vas faire ce genre de choses, ton prix que tu avais, tu vas aller rajouter cela et le prix que tu auras à la fin, ce sera ton prix que tu vas aller proposer le truc, le projet. Oui. Enfin, le projet, le service ou le produit. Ce qui veut dire que si le client prend l'escompte, tu es encore rentable. Par contre, imagine-toi, tu mets 10%, 15% d'escompte et tu es sur un produit où tu ne peux pas faire énormément de marge parce que le client, tu sais qu'il veut. Voilà, c'est un client habituel, il titille sur le prix. Peut-être pas dans l'accompagnement, mais dans l'autre chose. Parce qu'il t'amène beaucoup de volume. Et que d'un coup, il te dit « Ah, mais putain, j'ai vu l'escompte là. » Tu dis « Ah ouais, mais attends, s'il prend l'escompte et qu'il m'enlève 10%, il me reste peut-être que 5%. Oh putain, ça va faire mal cette fois-ci. » Tu vois, c'est à 15% de bénéfice. Enfin, pas de bénéfice, mais de marge.
et tu lui donnes 10% de tes 15% de marge, toi, il ne te reste que 5. Oui, tu reçois l'argent du client plus rapidement, mais tu as perdu 10% de ta marge, juste parce que tu es payé à l'avance. Non, par contre, si tu y vas et que tu vas mettre 10% en plus et que tu vas les retirer ensuite parce qu'il prend l'escompte, bah, c'est OK pour l'argent plus rapidement. Par contre, si jamais il ne le prend pas, bah, tu auras quand même 10% en plus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est l'intention. Et ça fait partie de la tarification. Et ça, il faut le prendre en compte quand tu calcules ton prix de ton service. Dans la feuille de tarification de l'atelier tarification. Et un de nos anciens partenaires disait toujours « La seule et unique chose qui pourra nous briser la nuque, c'est le manque de trésorerie. » Donc, la première chose que vous faites, les gars, quand vous êtes chez vos clients, parce qu'un consultant est toujours chez ses propres clients, c'est d'assurer dès la fin du mois que la facture sorte dès la fin du mois. Vous savez que c'est la fin du mois, facturation directement. Il y a même des grands clients qui disent si jusqu'au 4 ou 5 du mois prochain, la facture n'est pas rentrée, on reporte tout. Elle n'est pas prise en compte. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a un appareil, il y a un système derrière, il y a un processus, comme on vous dit tout le temps. Et ça, il faut le prendre en compte. Plus l'argent, plus la facturation sort rapidement, c'est le point numéro 3 de Patricia, de nos DIA, récupération des factures. Récupération, ça commence déjà par l'envoi pour pouvoir récupérer. Trouvez ce dont vous avez besoin quand vous travaillez avec des particuliers. Qu'est-ce qui vous est nécessaire pour bosser, qui peut déjà constituer un apport de valeur pour lui. Okay. De ce moment-là, s'il veut bénéficier de son délai, il faut qu'il vous dise « non, je n'accepte pas le document ». C'est pour ça qu'à chaque acquisition de nouveaux clients, on leur dit à la signature du contrat, on va vous envoyer un document à nous remplir. Voilà. Si le client est au courant de la loi et qu'il veut faire jouer son délai de rétractation, il va nous dire « Ah ben non, attendez 14 jours que… » Mais la procédure logique serait « Ben non, on va attendre. À partir du moment où tu délivres quelque chose, la prestation est considérée comme commencée. Et du moment où elle est commencée, c'est fini. Okay. Le paiement est dû. » Voilà. Comment on optimise cet argent ? C'est ce dont on a commencé à vous parler tout à l'heure avec Michael. L'optimiser, souvent, on entend dans optimisation réduction des coûts. Optimiser l'argent qui est dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement réduire les coûts. Ça peut être réduire les coûts, mais aller négocier un tarif plus bas avec un fournisseur qui fait son taf, qui vous sert dans les délais, qui répond à vos critères de qualité, c'est risquer de le perdre. Pour moi, c'est ce que j'appelle une réduction des coûts complètement débile qui risque de t'en générer beaucoup plus. Donc, optimiser, quand on dit réduire des coûts, ok, on ne parle pas du badge Liberty pour passer à l'autoroute. On ne parle pas, si tu veux, dans les trucs parfois débiles que j'ai, enfin qu'on a avec Michael, c'est ah, mais je vais changer d'abonnement. Mais tu es content de ton fournisseur Internet ? Oui. Tu as des problèmes avec lui ? Non. Tu as des coupures intempestives ? Non. Quand tu as une coupure, il intervient en combien de temps ? En 2 heures. Ok, quel est l'intérêt d'aller changer ? Ok, tu vas économiser 10 € par mois, ça va te faire 120 € sur l'année. S'il est en panne 2 heures, ça va te coûter. Si le nouveau fournisseur est en panne 2 heures, ça te coûte combien ? Mais la réduction de coût n'est pas, pour Michael et pour moi, c'est pas la meilleure manière d'optimiser son argent. L'investir, oui. Alors, Michael, tout à l'heure, il a parlé d'investissement, d'achat immobilier. Moi, je vous ai parlé de placement SICAV, qui existait à l'époque, qui existait certainement plus maintenant. Mais tu as des tas de formules d'investissement. L'investissement, rachat de société. Investir aussi, ça peut être se former. Ça, c'est un investissement. Finalement, tu te retrouves vite fait à avoir des employés qui sont bons dans ce qu'ils font, mais pas finalement, et c'est souvent comme ça, ce que toi, tu attends de ton employé. Et bien souvent, si tu veux un employé qui performe comme tu veux, il va falloir le payer en conséquence. Et bien souvent, au départ, tu ne peux pas te le permettre, mais au bout d'un moment, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise la ressource humaine dans certains domaines. Donc, tu prends un spécialiste et tu vas prendre vraiment, alors, tu prends une personne qui est bonne dans ce qu'elle fait et tu vas aller prendre à la place un spécialiste, ou tu vas y rajouter dans ce département-là un spécialiste. Et le spécialiste, lui,
Il peut vraiment venir finalement être quelqu'un qui va compléter les compétences et tout ce qui est le fait de penser avec la société, de penser pour la société. Et ce genre de gens, c'est un coût. Et ça peut être un type d'investissement. Parce que tu sais que, oui, il te coûte 100, si c'est un bon consultant et un manager, peut-être 100 000 euros à l'année, en tout, hein, avec les frais d'employeur et tout ça. Mais finalement, tu vas vite te rendre compte que la personne va faire 200, 300 à l'année. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est des choses que j'ai rencontrées dans le milieu du conseil. C'est des gens qui donnaient des idées de pouvoir, voilà, on pourrait optimiser l'équipe comme ça, les former là-dessus parce qu'on a une faiblesse. On pourrait conquérir ou acquérir tel ou tel marché, on pourrait acquérir telle ou telle société. Donc, ce genre de choses, ce genre de gens qui coûtent énormément, ça, pour moi, c'est de l'investissement. Ce n'est pas un coût. Ça devient un coût quand la personne ne facture pas, qu'elle est sur le banc. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de projet, qu'elle n'a pas de tâches. Et dans le milieu de l'accompagnement, du conseil, comme je disais ce matin, tu as un certain coût. Mais optimiser ton business, c'est aussi investir sur toi, comme disait Patricia, et investir sur tes systèmes, ou ton système finalement, entrepreneurial. Que tout fonctionne et que tu as un retour sur investissement le plus rapidement possible. Donc dans un accompagnement, c'est pareil. Si tu investis dans un accompagnement, eh bien, le but, c'est d'avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. Et ça, c'est le meilleur moyen d'optimiser, d'investir sur toi, d'investir dans ton business. L'investissement que tu vas avoir dans une ressource qui te coûte soit plus d'argent qu'une ressource standard, mais elle, voilà comme une source d'investissement. C'est-à-dire que investir sur ses employés, le capital d'une société, c'est le capital humain. En investissant sur une ressource humaine qui va être plus, ça a une approche plus lean management, donc une approche assez plate et simple au niveau de la gestion du business, mais en pensant comme ça, tu vas avoir des ressources qui finalement sont des spécialistes et qui sont responsables. On parle dans ce milieu-là, au niveau du leadership, on parle d'empowerment, de dire on va prendre ce client qui me coûte, ce candidat qui me coûte 100, 120 000, 140 000 à l'année. On a même des grands dirigeants qui touchaient parfois 200, 250 000 à l'année. Mais on savait que c'était des gens qui avaient un portefeuille de contacts qui était énorme au niveau des multinationales. On savait que c'était des gens qui avaient de très très bons partenaires sur le marché, qui pourraient nous ouvrir énormément de portes. Donc pour moi, ça c'est un investissement et c'est un type d'optimisation de la gestion de son argent. Ça c'est de réinvestir de la liquidité ou de la trésorerie au niveau de l'opérationnel. Et pas seulement au niveau de l'opérationnel, mais aussi au niveau de la gouvernance et au niveau de la gestion du business. Ça c'est kiffant. Le recrutement aujourd'hui de tête, enfin le recrutement externe, il n'a de raison d'être que sur ce qu'on appelle des chasseurs de tête. Parce que ce sont des profils bien spécifiques, bien ciblés, qui souvent déjà sont en poste ailleurs et qu'il va falloir aller débaucher. Et là, en effet, passer par un chasseur de tête, ça a du sens parce que ça prend du temps. Et souvent, les gens savent exactement quand ils vont débaucher dans du chasseur de tête, ils savent exactement ce qu'ils veulent et souvent même qui ils veulent. Donc là, externaliser, ça a un sens. Pour recruter de la main-d'œuvre, souvent ils passent par de l'intérim, ça peut aussi avoir du sens, mais le bénéfice gain de temps, il n'est pas forcément top. Mais sur toute la partie des employés finalement qui vont faire tourner la boîte, que ce soit les commerciaux, que ce soit les services administratifs, que ce soit les créatifs, que ce soit tout ce pôle-là, ça n'a pas de sens parce que souvent, la boîte de recrutement externe n'a pas adopté ou n'a pas intégré la philosophie et les valeurs de l'entreprise. Malheureusement, non. Et voilà. Et si tu recrutes par rapport à un besoin et non pas par rapport à des valeurs, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ça entre en conflit et que ça se passe mal.